Avez-vous déjà couru un marathon? Et si je vous disais que vous en faites sûrement 3 par an sans vous en rendre compte, est-ce que vous me croyez? D'après une étude de Statista, un adulte passerait en moyenne 108 minutes par jour à scroller. 108 minutes. 1 heure et 48 minutes. En 108 minutes, on estime qu'on fait ainsi 380 mètres par jour, soit 2,7 km par semaine. Et ça nous amène donc à réaliser un peu plus de 3 fois la distance d'un marathon sur une année. Et ce, rien qu'avec notre pouce. C'est fou, non? Après, je sais que vous allez me dire, non Gaëtan, t'inquiète, moi je scrolle jamais. En vrai, vous avez tous déjà scrollé au moins une fois dans votre vie. Que ce soit sur une application, ou maintenant même sur votre navigateur, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, et tous les réseaux sociaux qui ont mis en place le fameux scroll infini, symbole de l'addiction digitale suprême et symptôme d'un business de l'attention toujours plus lucratif. Alors, dans cet épisode, découvrons comment une invention technique est devenue une addiction planétaire. Inspiration. Commençons par l'histoire du scroll infini, une invention qui se voulait pourtant bien intentionnée au départ et qui a très mal tourné. Alors, petite surprise, le scroll infini n'a pas été inventé par une grosse boîte ou par un visionnaire qui voulait hacker votre cerveau et vous voler du temps. Non. Le scroll infini a été inventé en 2006 par Asa Raskin, designer et entrepreneur, et fils du célèbre informaticien Jeff Raskin, qui est co-concepteur du premier Macintosh chez Apple. Son objectif de base, c'était d'améliorer l'expérience utilisateur, de faciliter la navigation et de rendre en fait la lecture plus fluide. Avant ça, on naviguait sur le web par page. On cliquait sur page suivante, on attendait que tout se recharge et on recommençait. C'était lent, frustrant et inefficace. Le scroll infini, lui, permet de charger dynamiquement le contenu à mesure qu'on descendait dans la page. Plus besoin de cliquer, plus besoin d'attendre. Le scroll infini se base sur une logique technologique qui est la suivante. En chargeant élément par élément, vidéo par vidéo, on gagne en performance dans la navigation. C'est plus fluide, on n'a pas besoin de charger 3000 vidéos dès le début, et d'un point de vue performance, c'est méga intelligent, je vous l'accorde. Mais comme beaucoup d'innovations technologiques, ça a vite été détourné, et ça a très mal fini. Ce qui devait être un plus ergonomique est devenu un outil de captation massive de votre attention. Raskin lui-même l'a admis plus tard. Il a déclaré « Je me sens coupable d'avoir contribué à ce système d'attention, je voulais juste que ce soit plus simple. Je n'avais pas prévu ça. » Mais alors pourquoi le scroll infini est-il aussi addictif? Évidemment, quand on parle d'addiction, on parle aussi forcément d'habitude. Et ceux qui ont déjà écouté la leçon sur les habitudes le savent. Le scroll infini intervient directement sur la boucle des habitudes. Vous vous souvenez de cette boucle? Le signal, l'ennui, la solitude, le stress ou une pause dans la journée, déclenche une action, qui est potentiellement de prendre son téléphone et scroller sur une application qu'on a l'habitude d'utiliser. Et la récompense, cette petite dose de dopamine, ce post marrant, ce message inattendu, cette vidéo parfaite. Mais le vrai twist, c'est que cette récompense est variable. Et ça, c'est le jackpot niveau addiction, parce qu'en fait, ça en fait le piège parfait. Parfois, on tombe sur un contenu bof, parfois sur la pépite qui nous fait rire, pleurer, qu'on a envie de partager à tout le monde. Et c'est là que le cerveau devient accro. Ce phénomène, il a un nom, il s'appelle le renforcement intermittent. Et dans les années 1950, le psychologue B.F. Skinner l'a démontré avec une expérience célèbre pour expliquer pourquoi ça en fait le piège parfait. B.F. Skinner, c'était un psychologue américain, pionnier du behaviorisme, l'étude des comportements observables. Dans les années 50, ce psychologue, il a équipé des rats avec des boîtes qui contenaient un levier et de la nourriture. Lorsque les rats pressaient le levier, soit ils allaient recevoir systématiquement de la nourriture, et donc à chaque fois qu'ils allaient presser le levier, ils allaient récupérer exactement la même quantité de nourriture, ce qu'on appelle le renforcement continu, soit, parfois, de façon imprévisible, selon un schéma variable. Ce schéma variable, il faisait que quand on actionnait le levier, parfois on avait de la nourriture, parfois on avait un tout petit peu de nourriture, parfois on avait beaucoup de nourriture, parfois on n'avait pas du tout de nourriture.
Et ça, c'est le renforcement intermittent. Et les rats, soumis à cette imprévisibilité, sont devenus obsessionnels. Ils appuyaient des milliers de fois, jusqu'à 2,5 fois par seconde pendant 16 heures de suite, souvent avec moins de 1% de succès, c'est-à-dire que moins de 1% du temps, ils récupéraient de la nourriture. Et cette réponse compulsive, elle est alimentée en fait par la dopamine. Vous avez sûrement entendu parler de la dopamine, qui est l'hormone générée par le scroll infini, par les réseaux sociaux en règle générale. Et la dopamine, c'est une réponse hormonale qui réagit surtout à l'anticipation incertaine. Le résultat, c'est que ce même mécanisme, il est repris presque identiquement dans le scroll infini que pour ces pauvres petites souris qui voulaient manger. On ne sait jamais quand la bonne récompense, la bonne vidéo, le bon contenu va arriver. Donc on continue encore et encore et encore et encore. Imaginez-vous maintenant en train de scroller. Vous regardez une vidéo peu passionnante, vous ne la finissez pas avant de passer à la suivante. À chaque fois que vous allez zapper, c'est au moment exact où vous découvrez le contenu suivant que vous prenez un pic de dopamine généré par votre cerveau. Maintenant, vous comprenez très probablement pourquoi votre daron aimait bien zapper avec la télécommande les 14 chaînes qu'il avait à la télé en coupant la phrase en plein milieu à chaque fois. C'était sûrement frustrant pour vous, mais rendez-vous compte qu'il allait chercher ces petits pics de dopamine disponibles à son époque. Et le scroll infini, c'est juste une arme qui a été détournée massivement pour aider une discipline qu'on appelle la captologie. La captologie, c'est la science de capter votre attention à travers la technologie. C'est ce que Fabien Olicard notamment vulgarise très bien en expliquant que des centaines d'ingénieurs, de designers, de psychologues travaillent tous les jours pour optimiser chaque microseconde que l'on va passer sur notre téléphone. C'est une notion qu'on a retrouvée dans le livre Make Time dont on vous a parlé sur Inspiration Podcast, où en fait les grosses boîtes comme Google ou Facebook ont des ingénieurs qui réfléchissent à des mécanismes qui vont faire rester l'utilisateur le plus longtemps possible. Dans le livre, on utilise aussi l'exemple de Gmail qui est designé pour vous faire rester le plus longtemps possible. Et ça, c'est étonnant quand même pour une application qui vous permet de gérer vos mails. On se rend compte en fait que les applications ne sont pas gratuites. Elles se battent pour votre attention. Et il y a quelques années, Reed Hastings, le PDG de Netflix, a déclaré lors d'une conférence financière « Quand on en est à rester éveillé tard pour regarder une série, nous sommes en concurrence avec le sommeil. » C'est une manière radicale de dire que la vraie bataille, elle n'est pas contre Amazon, contre HBO, etc. pour le PDG de Netflix, mais contre notre envie de dormir. Et le scroll infini, c'est l'arme ultime qui va vous hypnotiser. Mais alors vous allez me dire, ok, donc tu me dis que mon daron avait la même addiction avec la télécommande de la télé, et que finalement on génère des pics de dopamine dans le cerveau, ce qui engendre deux choses, renforcer l'habitude et simuler la sensation de bonheur. Donc au bout du compte, est-ce que c'est si mal ? Moi, si j'aime bien scroller, pourquoi tu me laisses pas scroller tranquillement ? Alors vous avez raison de dire qu'à la base, scroller n'est pas très différent d'autres habitudes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une habitude devient néfaste lorsqu'elle atteint un certain seuil. Quand ce n'est plus toi qui contrôle ton geste, mais quand c'est ton geste qui te contrôle. Quand tu ne peux plus profiter du moment présent parce que tu es esclave de tes pulsions. Quand tu passes un moment avec tes amis sur ton téléphone, plutôt que d'avoir des discussions profondes avec eux. Quand tu es irritable ou de mauvaise humeur parce que tu n'as pas eu ta dose de dopamine dans la journée. À ce moment-là, on ne parle plus d'un simple divertissement, mais d'un mécanisme qui exploite tes circuits de récompense pour t'enfermer dans une forme de dépendance. Et le deuxième point, c'est l'effet direct sur ton cerveau. En consommant des fragments d'informations toujours plus courts et plus nombreux, ton attention se disperse. Ton esprit sature de micro-stimulation sans jamais avoir le temps de traiter réellement ce qu'il reçoit. Résultat, ta capacité de concentration profonde diminue, ta mémoire de travail s'affaiblit et tu passes d'une impression de richesse de contenu à une véritable pauvreté cognitive. Autrement dit, tu n'es pas seulement distrait, tu es conditionné à penser moins et moins longtemps. Et donc pour résumer, ce n'est pas tant l'habitude en elle-même qui est néfaste, ce sont ses conséquences. Ces conséquences, elles sont néfastes parce que les mécanismes pour capter l'attention sont tellement développés sur les applications que l'on peut désormais passer à côté de moments, de conversations dans lesquelles on était présent physiquement, mais absent mentalement parce qu'on était pris au piège dans un puits infini, tendu par une application sur notre téléphone. Néfaste parce qu'on en ressort amoindri, abruti, et moins capable de réaliser nos tâches de la vie quotidienne parce qu'on a perdu en capacité d'attention.
Néfaste parce qu'on n'est plus capable d'apprécier un bon film pendant 1h30 ou 2 heures sans sortir son téléphone pour scroller en même temps. Néfaste parce qu'on renforce notre sensibilité et notre addiction à une hormone du bonheur égoïste plutôt qu'à la sérotonine ou à l'oxytocine, qui sont des hormones plus saines, plus collectives, mais qui sont moins addictives. Alors oui, scroller c'est pas mauvais en soi, mais c'est tellement addictif que l'on tombe vite dans des usages extrêmes et toxiques. J'irais même jusqu'à dire que le scroll est une drogue en soi. Une drogue, c'est une substance naturelle ou synthétique qui agit sur le système nerveux central et qui modifie l'état de conscience, l'humeur ou le comportement. Elle provoque généralement du plaisir ou une sensation de soulagement immédiat, mais peut aussi entraîner une tolérance, donc le besoin d'augmenter les doses pour obtenir le même effet, et une dépendance, la difficulté à s'en passer malgré des conséquences négatives. D'un point de vue scientifique, la drogue, elle agit sur le circuit de la récompense dans le cerveau en libérant de la dopamine de façon artificielle. Et c'est exactement ce mécanisme que le scroll infini exploite aussi. C'est pas une substance chimique, donc ce n'est pas vraiment une drogue à part entière, mais il y a bien une stimulation comportementale. Alors oui, ça fait un peu peur quand on le voit sous cet angle, mais pour terminer cet épisode, je vais vous donner quelques pistes pour sortir de cette spirale infernale. Dans un premier temps, il faut déjà commencer par comprendre le mécanisme. Et ça, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire dans cet épisode. Faites l'exercice. Voyez comment la dopamine digitale agit sur vous. Est-ce que c'est la première chose que vous faites en vous levant ? Regardez vos notifications, scrollez. Est-ce que c'est un réflexe, un refuge pour vous dès que vous vous sentez stressé ou mal à l'aise ? Dans la rue ou dans les transports, par exemple. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux ou à scroller en moyenne dans votre journée ? Rien que de connaître le chiffre peut vous faire réaliser le temps que vous perdez par jour ou par semaine sur ces applications. De mon côté, j'ai eu la surprise quand j'ai vu que je passais 3 heures par jour en moyenne sur mon téléphone, dont 1 heure sur les réseaux sociaux. Parfois, dès le matin au réveil. Pourquoi est-ce que c'est encore plus dangereux le matin au réveil ? Parce que ton cerveau s'habitue dès le réveil au pic de dopamine. Et il va se conditionner à en chercher tout au long de la journée. J'ai du coup mis des blocages sur certaines applications, soit en désactivant les notifications, soit en limitant le temps que je passais dessus avec des limites de temps définies dans les paramètres de mon téléphone. Pour vous faire un retour sur mon expérience, les notifications, c'est pas forcément une bonne idée quand c'est utilisé tout seul. Comme vous le savez, le but c'est d'éviter les pics de dopamine en enlevant la variabilité de la récompense. Mais du coup, pour une application que j'utilise souvent comme Instagram, à chaque fois que je vais la lancer, je vais me poser la question de savoir si j'ai une notification ou pas. Parfois, je me surprends à lancer l'application juste pour voir si j'ai des notifications. C'est donc une méthode un petit peu dangereuse, mais qui reste intéressante parce que quand je n'y vais pas naturellement, l'application n'a aucun moyen de me relancer pour me faire revenir. En ce qui concerne les limites de temps, c'est cool d'un point de vue informatif. Mais sur iPhone par exemple, c'est trop facile de dire « Ok, remets 15 minutes toutes les 15 minutes ». Et donc c'est efficace certes, mais pas à 100%. Pour réussir, il faudra donc que vous puissiez trouver la méthode qui vous convient le mieux et qui permet de créer assez de friction pour casser la boucle de l'habitude. En reconfigurant votre téléphone pour vous redonner le contrôle, en désactivant les scrolls infinis si possible, il existe des extensions navigateurs, il y a aussi des applications qui proposent carrément de désactiver les réels sur Instagram ou les shorts sur YouTube. Ça vous permet d'utiliser l'application sans avoir peur de tomber dans le puits infini. Je ne vais pas citer de nom d'application parce que je ne veux pas faire de publicité, surtout que les applications que j'ai vues sont payantes et je trouve ça dommage de faire de l'argent sur une addiction qui a été causée volontairement. Ça fait du business sur le business de l'attention. Après, si jamais ça vous arrive de scroller, c'est pas grave, mais posez-vous la question, à chaque fois que je scrolle, pourquoi est-ce que je le fais ? Qu'est-ce que j'attends comme récompense ? Exemple, je consomme du contenu Instagram. Je vois des citations, des choses inspirantes, et parfois ça me stimule, et c'est plus facile que de lire un livre. Mais je ferais mieux de lire un livre quand je veux être inspiré. C'est plus difficile à mettre en place, et ça me libère moins d'hormones, le pic sera plus faible, mais c'est mieux pour moi sur le long terme. Moi, si je devais vous proposer une méthode efficace, gratuite et sans prise de tête, je vous dirais de planifier des moments où vous n'avez pas votre téléphone sur vous, tout simplement. En fait, quand vous avez l'impossibilité d'accéder à votre téléphone, votre cerveau s'occupe autrement. Vous analysez votre environnement, vous êtes plus présent et vous n'avez pas besoin de payer une application pour ça. En soirée, laissez votre téléphone par défaut dans votre manteau tant que vous n'en avez pas besoin. Au travail, si vous n'avez pas besoin de votre téléphone, laissez-le dans votre sac en arrivant pour qu'il ne vous fasse pas de l'œil sur votre bureau toute la journée.
Commencez doucement. Vous allez voir les premiers signes de manque où vous allez avoir l'impression que quelque chose a vibré alors que votre téléphone n'est même pas sur vous. Vous allez sentir qu'il vous manque quelque chose, ce poids fantôme qui n'est plus dans votre poche. Vous n'allez plus savoir quoi faire de vos mains. Votre main va aller automatiquement à votre poche ou à l'endroit où vous gardez votre téléphone d'habitude. Mais c'est ok, tout va bien se passer. Une fois que vous aurez passé ce moment étrange, vous allez pouvoir profiter du moment présent et vous concentrer sans laisser votre téléphone choisir à quoi vous devez donner de l'attention. Et si pour lancer le changement pour de bon, vous souhaitez vraiment acheter quelque chose, achetez un réveil et un tiroir. Avec le réveil, vous faites sauter l'excuse du « j'ai besoin de mon téléphone pour me réveiller ». Et donc, cette fois-ci, quand vous allez vous réveiller, après 3 rappels, potentiellement, la chose la plus facile à faire, ce sera plus de regarder vos notifications. Avec le tiroir, profitez-en pour y faire dormir votre téléphone. La nuit ou même certaines parties de la journée. Parfois même en mode avion, comme ça il ne va pas vous aboyer dessus pour vous rappeler qu'il existe. Sortez-le une fois que vous avez fait les choses importantes de votre matinée, avant de partir, et laissez un peu de répit à votre cerveau qui vient lui aussi de se réveiller. Petit à petit, friction par friction, vous allez réussir, j'en suis certain, à casser la boucle. Et là, c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. Vous avez maintenant les clés pour reprendre en main cette addiction des temps modernes. Merci d'avoir écouté cette leçon. Si elle vous a parlé, partagez-la à quelqu'un qui scrolle un peu trop ou qui ne répond jamais à vos questions quand il est aspiré par son téléphone. Et surtout, restez lucide et maître de votre attention. Bonne journée et à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.